Bienvenue à la Maison d'Histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une période un peu plus obscure dans l'histoire de Terrebonne, c'est-à-dire la période de la guerre d'indépendance américaine, où le bourg va être occupé par des régiments de l'armée britannique et des auxiliaires allemands. D'abord, le contexte. Alors, il faut se situer à la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763. Cette guerre qui va mener à la conquête du Canada commence en Amérique le 28 mai 1754 avec ce qu'on a appelé l'affaire Jumonville, au fort de Belle-Rivière en Pennsylvanie, vallée de l'Ohio. J'en parle parce qu'un des résidents de Terrebonne, qui s'appelle Michel Pépin dit Laforce, il sera fait prisonnier. C'était l'époux d'Agathe Limoges. Commencé en Europe 2 ans plus tard, le 29 août 1756, la guerre de 7 ans va mettre aux prises la France contre la Grande-Bretagne d'une part et contre l'Autriche et la Prusse d'autre part. Dans la première phase de cette guerre, les victoires françaises et canadiennes sont importantes. Mais la guerre va se terminer en Amérique par 3 batailles cruciales qui vont mener à la conquête de la Nouvelle-France. La bataille des Plaines d'Abraham et la prise de Québec par les Britanniques en septembre 1759, la victoire française de Sainte-Foy en avril 1760, la défaite navale française dans la baie des Chaleurs à Ristigouche, qui va se terminer par le sabordage de la frégate française Lamacho, qui avait été envoyée en renfort aux troupes françaises qui étaient encerclées par les troupes britanniques, la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. Pendant que la guerre continue en Europe, le sort des Canadiens demeure incertain jusqu'à la signature du traité de Paris le 10 février 1763 et la proclamation royale qui va suivre en octobre de la même année. Cette guerre de 7 ans, qui se termine donc par le traité de Paris en 1960, fait en sorte que l'Amérique du Nord devient entièrement britannique et espagnole. Les territoires français sont limités aux côtes de Terre-Neuve et à quelques îles des Antilles. L'Amérique britannique va être réorganisée. La province de Québec va être constituée et c'est l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent. Il y aura une zone réservée aux Amérindiens, ce qu'on a appelé les territoires indiens, et finalement les 13 colonies qui, malgré la victoire militaire, vont sortir plutôt perdantes de cette guerre, puisqu'elles vont demeurer confinées le long de la côte atlantique. Les 13 colonies vont rester bloquées par le territoire réservé aux Indiens. Entre 1763 et 1774, les Américains vont se voir imposer de plus en plus de taxes et de frais de douane, tels que le Tea Act et le Stamp Act, pour que le Trésor britannique puisse se renflouer, la guerre ayant été très coûteuse. Ce mécontentement va être aggravé par l'adoption en 1774 de l'Acte de Québec qui va obliger les Américains à se retirer des territoires indiens qu'ils occupaient de plus en plus en achetant des terres ou en repoussant les tribus. Les Intolerable Acts vont accroître encore plus le ressentiment des colons britanniques contre la Grande-Bretagne. L'Acte de Québec va rétablir le droit civil français, va rétablir la liberté de religion, va maintenir le droit criminel anglais, mais même s'il ne contient aucune clause ou disposition linguistique, implicitement, il accorde le droit de parler français dans la pratique de la religion et devant les cours de justice civile. Pour les Américains, l'Acte de Québec est comme une gifle, puisque leur bataille contre la Nouvelle-France était justement pour faire sortir d'Amérique les papistes et les parlants français. La guerre d'indépendance américaine commence officiellement le 19 avril 1775 par la bataille de Lexington et Concorde, où les Américains vont faire feu sur les troupes britanniques, et ceci va être le déclenchement d'une guerre qui va durer jusqu'à 1783. L'invasion du Canada commence en mai 1775, elle est spontanée. Le fort de Saint-Jean va être occupé par un petit détachement de miliciens venus de Boston, conduit par Benedict Arnold, mais les Américains vont se retirer rapidement. Le 9 juin 1775, devant la menace américaine,
Le général Carleton, qui est à Montréal, va proclamer la loi martiale et lever la milice canadienne pour résister à l'invasion. Il y aura une résistance spontanée à Terrebonne. On va refuser de se plier aux ordres de la milice. On en veut pour preuve un témoignage du notaire Simon Sanguinet qui va être corroboré par d'autres écrits. Alors, le général Carleton envoya dans les campagnes plusieurs jeunes gens, plus étourdis que sages, pour passer les milices en revue. Le sieur Lacorne, le fils de Louis Lacorne, fut envoyé à Terrebonne pour cet effet. Tous les habitants assemblés témoignèrent de la répugnance à se mettre en milice parce qu'un d'entre eux leur avait lu la lettre du Congrès en date du 26 octobre 1774. Alors le sieur de Lacorne les menaça de les mettre en prison et au fer et qu'il enverrait les troupes du roi pour les faire châtier de manière que son zèle le poussa si loin qu'il parla à un ton de maître et frappa 2 ou 3 habitants, surtout un vieillard, et partit en colère pour porter ses plaintes au général en leur disant qu'il reviendrait avec 100 hommes de troupes pour les piller. Aussitôt son départ, plusieurs habitants des paroisses de Terrebonne, Lachenay et La Mascouche, c'est-à-dire Sainte-Anne-des-Plaines, de Repentigny, s'assemblèrent au nombre d'environ 300 à 400 et se transportèrent au passage de Lachenay pour s'opposer au passage des troupes que leur avait annoncé le sieur Lacorne. Mais le général blâma entièrement la conduite du sieur Lacorne et envoya un officier des troupes qui tranquillisa les esprits. Et ils s'en retournèrent paisiblement chacun chez eux. Par ce témoignage, on constate que la population résistait à s'engager dans la milice et à participer au coup de feu du côté de l'Angleterre. C'est le capitaine Henry Hamilton du 15th Regiment of Foot qui était l'officier britannique envoyé par Carleton pour temporiser les choses à Terrebonne. Il avait été nommé gouverneur du fort Niagara, mais considérant le soulèvement des Américains, il était immobilisé à Montréal. En juin 1775, le Congrès américain va autoriser l'invasion officielle du Canada par 2 axes, c'est-à-dire le Richelieu et la rivière Chaudière. Le 18 septembre 1775, le général Richard Montgomery va faire le siège de Saint-Jean avec 1700 miliciens. En octobre 1775, il prend le fort de Chambly et le 2 novembre 1775, malgré une intéressante résistance, le fort de Saint-Jean capitule. Environ 600 réguliers britanniques et miliciens vont défendre le fort de Saint-Jean. Le seigneur Louis Lacorne, fils, y mourut de maladie le 20 octobre 1775, selon le journal du notaire Antoine Fouché de Terrebonne. Fouché participait lui aussi à la résistance au fort de Saint-Jean. Plusieurs autres du même lieu, dont Paul Margane de Lavaltrie, beau-frère de Lacorne, vont se battre au fort de Saint-Jean. L'invasion du Canada se fait donc par 2 axes importants. Le 12 novembre 1775, Montréal capitula, défendu par moins de 150 réguliers. Guy Carleton partit le 11 novembre vers Québec avec l'essentiel de la garnison de Montréal. Benedict Arnold atteignit Québec le 4 novembre 1775. Il perdit plus de 500 miliciens au cours de son périple à travers le Maine. Montgomery va le rejoindre au pied de la falaise de Québec le 2 décembre de la même année. Le siège de Québec va se poursuivre et ce n'est que le 31 décembre, dans la nuit de 4h à 10h le matin, que les troupes américaines vont tenter le coup de force et prendre Québec. Le premier combat a lieu au Près-de-Ville où Montgomery va être tué vers 6h le matin. Le deuxième combat a lieu au Saut aux Matelots, dans la Basse-Ville, et vers 7h, le commandant Arnold est blessé et les officiers Morgan et Allen sont capturés. La bataille de Québec, où le siège va s'éterniser pendant tout l'hiver. En mars 1776, quelques 2000 miliciens américains vont arriver en renfort, conduits par le général John Thomas. Mais la petite vérole et les désertions vont retarder toute tentative d'assaut sur Québec jusqu'au printemps. Ce n'est que le 6 mai 1776 que débarquent à Québec les réguliers de l'armée britannique sous les ordres du général Burgoyne. Le premier contingent des troupes du Brunswick et du Hesse
vont aussi débarquer à Québec à la même occasion. En juin et juillet 1776, quelques 15 000 hommes débarquèrent à Québec, dont 6 300 auxiliaires des principautés allemandes sous le commandement du général Friedrich Adolf Riedesel. Burgoyne poursuit les Américains dans leur retraite sur la rive nord du Saint-Laurent, tandis que Riedesel s'occupe de la rive sud. Ce n'est que le 8 juin 1776 que les troupes américaines atteignent Trois-Rivières et elles seront défaites par Burgoyne. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies britanniques vont déclarer leur indépendance. Entre juillet et octobre, la poursuite des troupes d'invasion américaines sur les deux rives du Saint-Laurent va se solder par une victoire anglaise au lac Champlain au mois d'octobre 1776. C'est la défaite navale de l'île Valcourt qui va mettre fin à l'invasion et plus jamais les troupes américaines vont tenter de rejoindre le Canada après cette date, si ce n'est qu'en 1812. Durant cette période plutôt tourmentée, Terrebonne va être occupée militairement. Alors, j'ai fait une recension des déploiements et cette recension est fondée essentiellement sur des histoires de régiments, donc des monographies, sur la correspondance d'officiers de l'armée britannique qui sont rassemblés dans 2 fonds d'archives, c'est-à-dire les Haldimand Papers qui sont aux Archives du Canada et celle du David Library of the American Revolution à Washington Crossing en Pennsylvanie. Ce sont les Swain Reports Special où on retrouve de nombreuses correspondances d'officiers britanniques. Correspondance d'officiers allemands, traduite et rassemblée par Bruce Burgoyne dans plusieurs ouvrages. Des mémoires et des journaux personnels recueillis et annotés par l'abbé Hospice Anthelme Véro en 1873. Alors, à partir de ces différents documents, il a été facile de reconstituer la séquence de l'occupation militaire à Terrebonne et surtout au nord de Montréal. Le premier régiment qui va faire l'occupation à Terrebonne, c'est le 84e régiment Regiment of Foot ou le Royal Highland Emigrants. Ce sont des Écossais qui vont occuper Terrebonne pendant presque toute la période de l'occupation jusqu'en 1783. La première mention est faite en novembre 1776, la dernière mention 1783. L'uniforme des troupes du Highland Regiment va être modifié après 1780 et officiellement, les troupes vont porter le kilt écossais. Le Royal Highland va être déployé de novembre 1776 à l'automne de 1783. Les troupes n'avaient pas de baraquement officiel. Les officiers et les soldats sont donc logés chez les habitants selon la méthode qu'on appelle le billetage. On va établir un hôpital de campagne dans la maison Père-Abbé-Lille sur la rue Saint-François, qui était propriété du marchand de Lachenay, Charles Mathieu. Les malades vont y recevoir des rations de bière d'épinette qui, parfois en hiver, n'étaient pas livrées à temps. On va établir aussi un corps de garde à vue ou une geôle qui va être installée dans la boulangerie adjacente à la maison Belle-Île. Selon le rapport de 4 experts, les maisons de Charles Mathieu, celle de Terrebonne et celle de Lachenay, vont être très endommagées pendant l'occupation. Les dommages s'élevaient pour la maison de Terrebonne à 1722 livres et pour la maison de Lachenay à 578 livres. Malgré les réclamations, le marchand Mathieu ne sera pas indemnisé. Dès 1779, il vendit sa maison de Terrebonne au marchand Jean-Louis Carignan, qui était un partenaire d'affaires de Jacob Jordan dans le commerce du blé. C'est la première présence de Jordan à Terrebonne. Il achètera la seigneurie en 1782. Le 2e régiment à occuper Terrebonne pendant cette période plutôt mouvementée, c'est le corps libre des chasseurs de Hesse à Nord. La première mention est faite en mars 1778 et la dernière mention en novembre 1779, au moment où la troupe va être déplacée sur l'île Jésus. Débarqué le 12 juillet 1776 à Québec, après une escale à Terre-Neuve, le régiment de Hesse-Cassel va se déployer dans la vallée du Saint-Laurent et établir ses quartiers d'hiver dans la région de Terrebonne. Ce détachement de Hesse-Hanau va se déployer en renfort du 84e régiment d'infanterie ou les Royal Highlands.
Il va être déployé pour pacifier Terrebonne et la Mascouche-du-Page, c'est-à-dire Sainte-Anne-des-Plaines. En mars 1776, des troubles sont survenus à la Mascouche-du-Page. Et voici ce qu'écrit dans une lettre l'officier capitaine George Friedrich Ludwig von Schell en juin 1778 pour parler de ces événements. Il cite « We broke camp here à Saint-Antoine-du-Richelieu on 30 March and marched into the parishes of Terrebonne, Lachenay, and Rivière-du-Chêne, where the inhabitants had begun a rebellion, and so we were sent there to subdue them. » Les troupes sont envoyées donc pour soumettre la population qui se serait rébellée contre les autorités britanniques. Le témoin oculaire, le notaire Sanguinette, va écrire dans ses mémoires une relation assez semblable de ces événements. Il écrit ceci. Dans le même mois de mars 1778, plusieurs habitants de la Mascouche, derrière Terrebonne, qui refusèrent d'obéir à leur capitaine, furent mis en prison au nombre de 32 par une difficulté qu'ils eurent avec leur capitaine de milice, qui était un ivrogne et qui était taxé d'avoir fait quelques injustices dans sa compagnie, lequel vint porter ses plaintes au commandant de Montréal, qui y envoya un détachement de troupes, c'est-à-dire les Royal Highlanders, qui pillèrent presque toutes les maisons et violèrent plusieurs filles et femmes. Quelque temps après, l'on renvoya les habitants chez eux, qui ne trouvèrent leurs femmes et filles déshonorées, châtiment terrible qui ne se fait pas parmi les barbares. Et le général Guy Carleton ne fit aucun exemple, donc aucune représaille n'a été effectuée sur les soldats, aucun procès, aucun emprisonnement. Donc les chasseurs du S.A.N.O. seront logés dans des maisons beaucoup moins confortables et plus mal chauffées que celles qui avaient été réservées aux officiers du Royal Highland Emigrant. Cette cohabitation des soldats et des civils ne sera pas facile. Il y a eu plusieurs accrochages et des bagarres entre les Highlanders, les chasseurs et les habitants du bourg, le plus souvent dans les cantines où on débitait des boissons, notamment dans celle de Thomas Peters. Un autre régiment va suivre pour l'occupation de Terrebonne. C'est le 29e régiment d'infanterie. Sa première mention est en novembre 1781 et la dernière mention septembre 1782. Ils seront déployés à Terrebonne, Lachenay, Saint-Henri et Sainte-Anne-des-Plaines. Le 53e régiment d'infanterie va suivre. Sa première mention est en février 1782 et il sera déployé dans l'arrière-pays de Terrebonne. De nombreux déserteurs du régiment y seront d'ailleurs recherchés. Le Royal Rangers ou King's Royal American va aussi être déployé à Terrebonne sous la conduite du major Jessup. La mention première est en novembre 1783. 3 compagnies de ce régiment vont être déployées depuis la rivière du Chêne jusqu'à Lachenay. Pourquoi tous ces déploiements dans la région? D'abord parce que la loyauté des Canadiens était très incertaine. Certains vont aider les troupes américaines tant qu'elles purent payer comptant. Beaucoup refusèrent de prendre les armes et les lettres du Congrès et les espions ou les agents doubles vont déstabiliser les Canadiens et les rendre plus méfiants. Pourquoi a-t-on utilisé des auxiliaires allemands? La Grande-Bretagne avait perdu beaucoup d'effectifs durant la récente guerre de 7 ans. Elle ne pouvait engager ses propres troupes dans une guerre à l'issue incertaine. Ne pouvait compter non plus sur l'engagement de la population canadienne. C'était une pratique courante dans les principautés allemandes du Brunswick et du Hesse de louer des troupes aux grandes puissances européennes. Alors, les soldats n'étaient pas des mercenaires, ce sont plutôt des conscrits et quelquefois des volontaires. Ce sont davantage les princes qui étaient les mercenaires et vendaient leurs services aux principautés européennes. Quelles sont les retombées plus spécifiques pour Terrebonne à la suite de cette occupation militaire? On constate que la cohabitation forcée des civils et militaires va laisser des marques plutôt difficiles à évaluer considérant la rareté des documents. Les témoignages de civils sont rares et portent le plus souvent sur les conflits interpersonnels. Dans les fonds consultés, peu d'incidents vont être rapportés en dehors de ceux qui ont été mentionnés.
Y a-t-il un lien à faire avec l'occupation militaire et l'achat par le marchand Jacob Jordan de la seigneurie de Terrebonne en 1782? On peut répondre par l'affirmative. Déjà en 1779, son partenaire Carignan était installé sur la rue Saint-François. La production du blé et le commerce des grains et de la farine furent très lucratifs durant cette période. La présence militaire va attirer aussi de nombreux opportunistes, surtout des cantiniers, pour débiter de la boisson et de la nourriture. On note principalement Thomas Peters et John McNeill, qui était un tailleur de métier, qui vont s'installer à Terrebonne pour débiter de la boisson. Peters aurait combattu à Saint-Jean sous les ordres de Lavaltrie. On ne sait pas grand-chose de John McNeill. Le chirurgien militaire Simon Fraser aurait appartenu au 84e régiment des Highlanders. Il s'était établi à Sainte-Rose, où son fils John est né avant de s'installer à Terrebonne vers 1803. Fraser a été un des grands spéculateurs fonciers sur la Rive-Nord, achetant et vendant des terres depuis Grenville en Outaouais jusqu'à Lachenay. Plusieurs auxiliaires allemands s'installèrent à Terrebonne de manière permanente ou transitoire, soit parce qu'ils y ont séjourné durant la guerre, épousant même des Canadiennes, soit parce qu'ils y sont été attirés par des compagnons d'armes, par une espèce de transmission de bouche à oreille de l'information permettant à ceux-ci de s'installer de façon définitive ou temporaire, soit parce qu'ils ont été des voyageurs pour la Compagnie du Nord-Ouest, plusieurs d'entre eux vont s'établir à Terrebonne. Ainsi en est-il de Johannes Knobloch, qui était déserteur des chasseurs du Hesse-Cassel. Il va travailler comme voyageur pour la Northwest Company de 1779 à 1781. Il va s'installer à Terrebonne en 1786 et y vivre jusqu'à sa mort en 1817. Knobloch va exercer le métier de boucher sur la Grande Rue ou la rue Saint-Louis. Il était le voisin de Roderick Mackenzie, qui a été probablement son employeur. Un autre des officiers de l'armée des armées allemandes, Stephen Gottschall, qui était grenadier au régiment du Hesse-Hanau, qui a été déployé à Lachenay en 1779, va épouser une Terrebonnienne, Marie-Joseph Comparet, en 1787. Il va s'établir dans le Faubourg Ouest et y mourir en 1792. Le couple eut un fils, Étienne Joseph, qui va exercer le métier de menuisier avec ses demi-frères Fortin dans les années 1830. Un autre de ces soldats allemands qui s'établit à Terrebonne, Johann Julius Timmer, il appartenait au corps des hussards noirs du Queen's Rangers en 1779 et 1780. Il va vivre sur la rue Saint-François de 1797 à 1805. Il va être engagé par la compagnie Mackenzie Oldham et exercer le métier de boulanger. Adam Bengal est du King's Royal Regiment de New York. Il va vivre à Terrebonne avec sa famille de 1786 à 1800. Il était le beau-père de Jacob Schmidt, des chasseurs du Hesse-Hanau, qui lui aussi va vivre à Terrebonne pendant un certain temps. Christian Bollman ou Bollmant va épouser Marie-Geneviève Comparet en 1784. Il était le beau-frère de Gottschall et probablement son compagnon d'armes. Il vivra sur la rue Sainte-Marie jusqu'en 1792. Il va vendre son emplacement à l'autre immigrant Adam Bengal et mourut à Saint-Roch en 1832. D'autres ont laissé peu de traces, mais leur passage à Terrebonne a été quand même remarqué. Il s'agit de Adam Klein, Jacob Henkel, Andreas Heinlein. Tous ces chasseurs du Hesse-Hanau ont été démobilisés en 1783 et sont demeurés au Canada. Alors, en conclusion, on peut noter ceci. Terrebonne a été occupée militairement de 1776 à 1783. Les autorités eurent-elles besoin de pacifier la population de la région, déloyale et turbulente? Les incidents de 1775 et de 1778 purent servir de justification à cette occupation. Peut-être voulait-elle aussi protéger les moulins et assurer leur approvisionnement, comme le firent les troupes françaises entre 1757 et 1760. Merci beaucoup de votre attention.